À la une ce soir. The whole country of Canada basically is focused on Jeremy, not only for his mission into space, but he's the first Canadian to go to the moon. Les 4 astronautes de la mission Artemis sur le point de décoller. Là, ils sont comme un sportif à la veille d'un match. Là. Ils sont dans la zone, comme on dit. Eux, ils ont une job à faire. Ils vont bien la faire. Conflit au Moyen-Orient au 33e jour. Téhéran dément avoir demandé un cessez-le-feu à Washington. Et une dernière réunion de caucus émotive pour François Legault. Très content que mon ami Lionel revienne à la maison. C'est important pour moi d'être là avec lui cette dernière semaine. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, le compte à rebours est lancé. La mission Artemis 2 devrait décoller d'ici quelques heures. Là, vous voyez des images en direct de Cap Canaveral. La fenêtre de lancement, c'est entre 18h24 et 20h24. On a d'ailleurs pu suivre les préparatifs de la NASA toute la journée. Alors, Lila, tu es à l'Agence spatiale canadienne. Et là-bas, je présume qu'on retient notre souffle là, parce qu'un problème technique pourrait encore causer un report. Là. Tout est possible, Marie-Christine, tout est possible. En fait, on le sait déjà parce que à la base, initialement, on en avait parlé en février de ce lancement, puisque la fusée devait décoller au début du mois de février. Elle avait été ensuite reportée au début du mois de mars. Et puis enfin, à aujourd'hui, 1er avril, on espère qu'elle va décoller, cette fusée, à bord donc 4 astronautes, dont le Canadien Jeremy Hansen. On sait qu'il y a de la fébrilité. On en a parlé tout à l'heure avec David Saint-Jacques. On sait qu'il y a de la fébrilité au niveau des astronautes. Il y en a ici, à l'Agence spatiale, on le sent bien. Et puis, il y a autre chose aussi à savoir, c'est que cette mission, oui, elle est historique puisque ça fait plus de 50 ans qu'on n'est pas retourné dans l'orbite de la Lune. Et il y a tout un plan de mission Artemis à venir dans l'avenir. Donc, on va pouvoir en reparler. Ben oui. On pourra en discuter tout à l'heure. On se reparle de tout ça avec plus de détails et j'espère qu'on va pouvoir les voir décoller. C'est dans 1h30. Je te retrouve tout à l'heure, Lila. Il faut parler du conflit au Moyen-Orient maintenant parce que qui dit vrai, l'Iran a démenti aujourd'hui avoir demandé un cessez-le-feu. Mais pourtant, Sabrina, le président Trump a affirmé que la demande avait été faite auprès des États-Unis. Oui, on n'est pas à une première contradiction, là, Marie-Christine. Et aujourd'hui, le président américain Donald Trump l'a écrit noir sur blanc dans un message qu'il a donc écrit sur Truth Social. Il a dit le président du nouveau régime iranien vient de demander aux États-Unis d'Amérique un cessez-le-feu. Nous y réfléchissons. Lorsque le détroit d'Ormuz sera ouvert, libre et dégagé. D'ici là, nous allons réduire l'Iran en cendres. Et c'est finalement, c'est un porte-parole, en fait, du ministère des Affaires étrangères de l'Iran qui a dit que la demande de cessez-le-feu, c'était carrément faux et sans fondement. Alors, peut-être qu'il y aura moins de confusion ce soir parce que Donald Trump doit faire un discours à la nation, justement, concernant la situation en Iran. Ça va se passer dès 21h. Et selon un responsable de la Maison-Blanche, eh bien, Donald Trump devrait, entre autres, dire qu'il souhaite mettre fin à la guerre en Iran dans les 3 prochaines semaines, Marie-Christine. Par ailleurs, les États-Unis considèrent quitter l'OTAN. Oui, bien ça non plus, c'est pas la première fois que Donald Trump brandit cette menace-là. En fait, il le fait depuis qu'il a été élu en novembre 2024. Mais il semblerait que ce soit davantage plus sérieux. Donald Trump serait toujours déçu, en fait, et amer du fait que les différents pays de l'OTAN aient refusé d'intervenir militairement du côté du détroit d'Ormuz. Trump a même qualifié l'OTAN d'une organisation qui semble puissante, mais qui est inefficace. Et aujourd'hui, le secrétaire d'État américain en a rajouté une couche. On l'écoute. But when we need their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? So I think there's no doubt, unfortunately, after this conflict is concluded, we are going to have to re-examine that relationship. We're going to have to re-examine the value of NATO and that alliance for our country. Ultimately, that's a decision for the president to make. Bon, il y a eu beaucoup de réactions là, assez rapidement, notamment, ce fut le cas du premier ministre britannique Keir Starmer, qui a réitéré que l'OTAN était une organisation militaire efficace et nécessaire. Voici ce qu'il a répondu à Donald Trump. NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen, and it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO.
Bon, et je termine en rappelant en fait que ce fameux discours à la nation de Donald Trump, c'est ce soir à 21h. Et au cours des dernières heures, il y a le président de l'Iran qui a écrit une lettre en fait aux Américains. Il a dit quels sont exactement les intérêts du peuple américain que cette guerre sert réellement. Alors bien sûr, ça survient à peine quelques heures avant ce fameux discours qu'on attend ce soir dès 21h. On va analyser ça tantôt avec Yves. Merci beaucoup, Sabrina. On va revenir chez nous maintenant à Québec parce que François Legault va rencontrer ce soir le caucus de la CAQ pour la dernière fois en tant que premier ministre. Plus tôt aujourd'hui, il a aussi participé à sa dernière rencontre au Conseil des ministres. Une journée quand même forte en émotions, mais surtout, Jean-François, il peut à nouveau compter sur son bon ami Lionel Carman au sein de l'équipe caquiste. Oui, Lionel Carman qui a fait son retour officiel aujourd'hui en compagnie du premier ministre. On sait qu'il avait démissionné à l'automne à cause de la loi 2, à cause qu'il n'y avait pas d'entente, notamment également avec les spécialistes. Il voulait que ça se règle avant de revenir. Il voulait qu'il y ait un nouveau chef également. Finalement, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a toujours pas d'entente avec les spécialistes, mais c'est son amitié pour François Legault qui a donc eu le dessus. Faut dire qu'il y avait d'autres ministres également qu'on a rencontrés là, tout juste avant le Conseil des ministres qui étaient également très émotifs par rapport à cette dernière rencontre du Conseil des ministres. On peut écouter M. Legault et M. Carman ce matin. Ça me fait plaisir à moi, mais je suis certain aussi que ça fait plaisir à la famille de la CAQ parce que Lionel aime la famille de la CAQ et la famille de la CAQ l'aime. Quand j'ai quitté, François, il était là pour moi. Ça a été un moment incroyable. Et c'est important pour moi d'être là avec lui cette dernière semaine. Il a fait plus que quiconque en services sociaux puis en jeunesse, puis je tiens à le redire. Et je suis très heureux que notre aventure à la CAQ se termine comme elle a commencé, ensemble. Pourquoi maintenant? Bon, c'est beau tout ça, mais pendant ce temps, dans la course pour remplacer M. Legault, on peut dire que ça chauffe, là. Oui, c'est Bernard Drinville ce matin qui a critiqué Christine Fréchette. D'abord parce que la presse a sorti des chiffres que ce que propose Mme Fréchette de rouvrir le PEC pour 2 ans, ça voudrait dire 125 000 nouveaux résidents permanents au Québec. Il accuse Mme Fréchette d'avoir caché cette information lors du débat de la samedi dernier. On peut écouter ce qu'il avait à dire ce matin. Elle savait que son chiffre était faux et elle l'a donné. Pourquoi avoir pris ce risque? Pour moi, c'est un gros manque de jugement. Est-ce que le sondage vous encourage? C'est pour moi, là, pour répondre peut-être plus précisément à la question. Je pense que c'est un gros manque de jugement. Quand on a une information qu'on donne une autre information, ça s'appelle comment? Est-ce que ça s'appelle mentir aux gens? Ça s'appelle dire le contraire de la vérité. Et en terminant, il y a eu une rencontre entre la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, les parents également du petit Zachary Miron qui était décédé après avoir bu une canette de boisson énergisante. Donc la ministre qui, à la suite de cette rencontre, laisse la porte ouverte à peut-être légiférer pour interdire les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans. Donc ce sera un dossier à suivre. Il y a des études qui devront être faites selon la ministre. Merci Jean-François. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire. Vous voyez mon adresse présentement à l'écran. L'enquête de la Sûreté du Québec sur le face-à-face mortel survenu sur l'autoroute 40 à Trois-Rivières en janvier dernier est maintenant terminée. Le conducteur aurait dépassé la limite permise d'alcool dans son sang et le dossier est maintenant entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales, Maxime Dany. Je trouve ça ridicule qu'en 2026, tu puisses encore prendre ton auto en état d'ébriété quand que, je veux dire, on passe notre temps à conscientiser à la télé avec des annonces, puis à leur donner des moyens pour ne pas prendre leur véhicule en état d'ébriété. La Sûreté du Québec recommandera des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. En 2026, aujourd'hui, tu peux encore prendre cette décision-là en n'ayant aucune conscience que tu peux briser une vie, mais aussi une famille, puis la vie de plusieurs autres personnes qui ont perdu une fille merveilleuse. Dans les premiers éléments de l'enquête dévoilés le lendemain du drame, il est indiqué qu'un véhicule avec 2 hommes à bord s'est engagé à contresens sur l'autoroute 40 en direction est avant d'aller percuter de plein fouet le véhicule de la victime. Rappelons que le conducteur du véhicule fautif est un homme de 26 ans qui avait subi de graves blessures et qui avait plongé dans un coma pendant plusieurs semaines. Puis j'espère que ça va faire réfléchir les autres aussi, parce que c'est pas banal de prendre son véhicule en état d'ébriété.
c'est pas quelque chose de banal. Selon les informations de l'enquête, le conducteur aurait inversé l'entrée et la sortie de l'autoroute pour y s'y retrouver à sens inverse. Il aurait tourné juste ici, à gauche, au lieu de passer sous le viaduc pour s'y engager, comme la route l'indique. C'était la seule qui comprenait mon rôle de mère, puis qui venait me voir le soir, avec qui je parlais. Fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand j'ai envie de me vider le cœur, je parle à une photo. Moi, j'ai contact avec la famille, puis en ce moment, ils survivent. Là. Ils vivent pas, ils survivent. Ils ont perdu leur bébé. C'était le bébé de la famille. Selon nos informations, la jeune femme aurait quitté le domicile de son copain pour se rendre jusqu'à chez elle, mais sa vie se serait arrêtée juste ici, sur l'autoroute 40. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. À Montréal, le bureau du coroner lance une enquête publique sur la mort récente de 5 sans-abri. Stéphanie Gamache va devoir faire la lumière sur les causes et circonstances en plus d'identifier les facteurs contributifs pour être en mesure de prévenir d'autres décès. C'est une annonce qui survient après le cri du cœur lancé par la mairesse de Montréal la semaine dernière. Le ministre de la Sécurité publique est revenu aujourd'hui sur les propos misogynes dirigés envers une policière. Yann Lafrenière dit qu'il a été choqué par cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, tellement qu'il a pensé au départ que ça avait été généré par l'intelligence artificielle. Hier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité 2 motions pour condamner les insultes contre les agents. Mais le ministre Lafrenière pense que c'est aux municipalités d'adopter un règlement pour interdire ce genre de comportement. Hier, je parlais à la mairesse de Montréal, Soraya, et je lui disais qu'elle aurait tout mon support pour avoir un règlement municipal. Comme policier, ça voudrait dire c'est un règlement provincial qui devrait rédiger un rapport d'infraction, l'envoyer au directeur des poursuites criminelles et pénales. Par la suite, un constat serait envoyé par la poste aux délinquants. Fait que vous comprenez que l'effet dissuasif, on l'enlève à ce moment-là. Et cette histoire-là, ça nous rappelle que le travail des policières, c'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Pourtant, elles sont nombreuses à faire une différence. Mon collègue Elliott Tremblay a eu la chance de suivre l'agente Marilyn Vandal lors de sa toute dernière journée avant sa retraite. Elle est une pionnière du projet Réseau, une vraie police de proximité. On peut malheureusement pas l'écouter pour l'instant. On va y revenir un petit peu plus tard. Laissez-moi d'abord vous parler de cette nouvelle tendance qui inquiète sur les réseaux sociaux, la superposition de peptides. C'est une pratique qui consiste à combiner plusieurs peptides pour, c'est ce qu'on promet, mieux dormir, perdre du poids ou encore rester jeune. Mais quand même, plusieurs de ces substances sont interdites pour un usage humain. Alicia Miljour décortique le phénomène. Connaissez-vous les peptides? Vous avez peut-être vu passer ça récemment sur vos réseaux sociaux. Préparation du GHKCU. Alors déjà, GHKCU, 50 mg. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui testent des peptides et qui les présentent sur leur plateforme comme des substances miracles. Bon, apparemment, tout le monde a un glow-up de fou en prenant des peptides. On les voit partout sur TikTok. Il faut comprendre que les peptides, c'est pas nouveau en médecine. Les peptides, ce sont des substances naturelles qui ont des effets biologiques de toutes sortes dans notre corps. On en utilise certains depuis des décennies, comme l'insuline ou plus récemment dans des médicaments contre le diabète et l'obésité. Ici, il faut faire attention. Là. Ce qu'on retrouve sur Internet puis ce qu'on va acheter sur Internet, ce ne sont pas des peptides naturels. Ce sont des peptides de synthèse qui ont été fabriqués dans une usine de quelque part et qui sont utilisés là, pour différentes propriétés, donner de la masse musculaire, augmenter le collagène ou différentes propriétés qu'on recherche au niveau esthétique. Fait que pour ma part, j'ai que du positif à dire sur le GH. Sur les peptides, puis je suis pas encore morte. Fait que... Sur les réseaux sociaux, on parle plutôt de peptides qui sont vendus pour la recherche uniquement. Donc, il va être utilisé à des fins de bien-être et c'est cette utilisation-là en particulier qui inquiète les experts. La plupart de ces peptides-là ont été développés pour une utilisation topique, une utilisation directement sur la peau dans une crème, où là, ils vont agir exactement où on veut qu'ils agissent. Quand on passe à une utilisation par injection, à ce moment-là, on va envoyer dans notre système ces molécules-là. On ne connaît pas la composition chimique exacte, on ne connaît pas leur
pureté. Donc, il y a des risques très élevés, qu'il y a des infections, qu'il y a des réactions secondaires très importantes. L'effet le plus intense que j'ai eu, j'ai pas vraiment eu de nausée ou de diarrhée, là, mais c'était vraiment la sensibilité de peau. Au fond, je mettais un T-shirt, je mettais n'importe quoi, là, ça me frottait sur moi, c'était les avant-bras. C'était comme du papier sablé sur mes avant-bras, là, c'était pas le fun. Il peut y avoir des problèmes au niveau cardiovasculaire, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'inflammation, il peut y avoir des problèmes au niveau de la température, toutes sortes de réactions auto-immunes, par exemple des allergies, des plaques rouges, etc. Moi, je ne recommande à personne de s'auto-injecter des peptides pour une utilisation cosmétique comme ça, surtout quelque chose qu'on ne connaît pas la provenance, qu'on a acheté sur Internet ou que quelqu'un nous a revendu, qu'on ne connaît pas le contrôle de qualité qui a été utilisé. À Montréal, Alicia Miljour pour Nouveau Info. Attention, à partir d'aujourd'hui, si ton passeport n'est pas prêt en 30 jours, c'est gratuit. C'est pas un poisson d'avril ou une publicité pour Saint-Hubert, le gouvernement du Canada a lancé sa garantie 30 jours où c'est gratuit. Bon, il y a quand même quelques détails à mentionner. Le délai commence une fois que tous les documents sont remplis et que les frais sont payés. À partir de là, le gouvernement a 30 jours ouvrables, donc on exclut les jours fériés, pour imprimer et vérifier le passeport. Et attention, ça n'inclut pas la livraison. Si jamais ça dépasse, il y a un remboursement automatique qui est fait, ça couvre les frais de passeport ou les documents de voyage et c'est fait à partir de la méthode de paiement que tu as utilisée pour faire la demande. Sur la scène policière maintenant à Montréal, le suspect de 20 ans dans ce qui pourrait être le 8e féminicide depuis le début de l'année est accusé de meurtre non prémédité. La victime de seulement 18 ans aurait été étranglée à mort après une dispute avec son conjoint dans leur logement de la rue Everett. C'est dans le quartier Saint-Michel. Herbert Goudiel-Martinez-Ramirez, sans antécédent judiciaire au Québec, va demeurer détenu en attendant la suite des procédures le 6 mai prochain. Il y a beaucoup de violence dans notre coin. Oui. Puis je trouve pas qu'il y a beaucoup d'interventions qui se fait au point de vue des policiers concernant qu'est-ce qu'on voit. Ça n'a pas de sens. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire pour arrêter ça? Qui va arrêter ça? De présumées victimes de crimes sexuels demandent à la Cour supérieure d'autoriser une action collective contre le diocèse de Nicolet. Tous les détails au retour. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à Nouveau Info. On entend beaucoup parler de la situation actuelle. Ce qui est fun, c'est qu'on peut aller à la vitesse qu'on veut. On se trouve actuellement au-dessus du lac Saint-Pierre. Le troisième coup, c'est un crochet avec 1. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est comment ça peut être bénéfique. On va poursuivre sur le sujet. Ça a été quoi ta première réaction? Ça se peut que ce soit difficile. L'actualité au bout de vos doigts. Parce que plus que jamais, l'actualité divise et que tout le monde a des opinions. Laisse-moi te parler 30 secondes. Vous voulez qu'on fasse du nouveau journalisme? On fait du nouveau journalisme. On peut dire qu'on est franchement au cœur de l'action. Nouveau est déployé sur le terrain d'un océan à l'autre avec notre équipe. Sur la route, dans le cadre de cette tournée Nouveau Info 2025. Michel, on termine ça ici. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire. Vous voyez mon adresse présentement à l'écran. C'est Alexandra qui est en Estrie, Samuel en Mauricie. Mais je commence avec toi, Frédérica, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'une femme en voyage humanitaire au Sénégal qui a été attaquée et son état est très sérieux, là. Oui, c'est une Saguenayenne de 32 ans qui a été envoyée au Sénégal pour faire de l'aide communautaire. Ça faisait 20 mois qu'elle était dans un logement, dans une famille sénégalaise, avant de subir cette attaque très violente. Marie-Christine, là, un jeune fils de la famille âgé de 15 ans, s'est rué vers elle, l'a attaqué au visage. Elle a perdu connaissance. Ensuite, elle a été transportée au centre hospitalier le plus proche au Sénégal, où elle a subi d'importantes opérations qui la maintiennent toujours en vie. C'est sûr qu'on déplore des gestes d'une telle violence. Ça nous a tous bouleversés. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, puis
qui est vraiment importante pour le CSI, puis qu'on a des beaux liens avec elle. Donc ça a été un choc pour tout le monde, là, tous les employés, les partenaires locaux également. Donc c'est vraiment un geste hyper violent. Les organisations qui font partie de notre réseau doivent remplir de façon obligatoire à tous les 2 ans un questionnaire d'auto-évaluation qui permet en fait d'identifier quelles sont les actions que les organisations doivent mettre en place pour assurer justement la santé et la sécurité. Dans un message écrit sur les réseaux sociaux, la victime ne souhaite pas blâmer la famille ni le jeune garçon malgré la gravité des gestes. Elle peut comprendre l'instant de folie. D'ailleurs, la famille a lancé une campagne de sociofinancement pour l'appuyer. C'est 11 000 $ qui sont déjà amassés sur les 12 000 d'objectifs. Merci beaucoup, Frédérica. Samuel, au centre du Québec, maintenant, dans les années 60, plusieurs dizaines d'enfants auraient subi des attouchements sexuels dans le diocèse de Nicolet. Le diocèse est ciblé par une demande d'autorisation de recours collectif pour ces agressions. Les documents fournis par Lambert, avocat, font état de multiples agressions sexuelles sur mineurs qui auraient été commises par 3 abbés de la région entre les années 50 et 70. De son côté, le diocèse dit que les documents de la Cour à ce sujet ne leur ont pas été transmis. Ils ne feront pas de déclaration pour le moment, mais assurent leur pleine collaboration avec les autorités. Dans le document, on retrouve notamment les détails concernant les agressions ainsi que les conséquences qu'elles auraient eues sur ces personnes. On y apprend également, toujours selon les témoignages, que le diocèse aurait été au courant de certains agissements de membres du clergé sans que des mesures ou des sanctions soient prises. Et selon l'avocat en charge de la demande, le nombre de victimes potentielles pourrait s'élever à plusieurs dizaines. On l'écoute. Quelques dizaines de cas à l'heure actuelle. Maintenant, c'est certain que ça va grossir parce qu'il y a beaucoup plus que quelques dizaines de victimes dans le diocèse de Nicolette, c'est certain. Mais il y a beaucoup de recours collectifs contre des diocèses ou des prêtres au Québec qui se sont réglés avec, je dirais, entre 35 et peut-être une centaine de cas. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite des choses? Eh bien, il faut tout d'abord que la demande soit acceptée par la Cour suprême. Et puis, par la suite, il y aurait de bonnes chances qu'une entente à l'amiable soit trouvée entre les demandeurs et le diocèse. Donc, on pourrait probablement s'attendre à tout d'abord des excuses et puis une compensation financière. Oui, merci beaucoup, Samuel. Je te retrouve maintenant, Alexandra, pour parler de ce premier studio de cinéma en région qui se reconstruit en Estrie. C'est Bromont que Studio B79 a choisi Marie-Christine pour mener à terme ce projet évalué à plus de 19 millions de dollars. Alors, les associés derrière ce centre cinématographique de 60 000 pieds carrés sont bien sûr passionnés de cinéma. Ils souhaitent réaliser des films d'envergure internationale. Mais pourquoi avoir choisi Bromont? D'avoir accès à tous ces beaux décors naturels de l'Estrie et donner accès aux productions, à l'intégralité de ces décors naturels qui font la richesse, je pense, de l'Estrie. Production à la fois télévisuelle, cinématographique. On a des beaux décors à Bromont, donc c'est une très, très bonne idée. Oui. Ça va aider à amener du monde ici beaucoup. À part le ski, parce que là, le ski est fini, là. Bien, ça c'est drôle, une petite ville comme ça qu'ils vont venir faire ici. Ils ont assez de monde pour jouer travailler là-dedans. Pour répondre à ce citoyen, oui, on va créer des emplois avec ce projet, une douzaine d'emplois qui sont prévus. Alors, les travaux qui devraient commencer en juin prochain. Et si tout se passe bien, on parle d'une ouverture officielle en janvier 2027. Tant mieux, on aime ça, les bonnes nouvelles. Merci. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Course à la chefferie de la CAQ. Christine Fréchette en tête. Bernard Drinville poursuit ses attaques. Le président Trump envisage de se retirer de l'OTAN. Sera-t-il question lors de son adresse à la nation ce soir? Analyse de Yves Boisvert. Et un documentaire sur les dangers de l'exposition au soleil. Entrevue avec Sophie Thibault. Mais d'abord, on surveille toujours d'un œil la mission Artemis 2, la première mission habitée vers la Lune en plus de 50 ans. Elle est sur le point de partir après plusieurs reports, on le sait, avec donc à son bord un Canadien. Lila, donc le décollage est imminent, là, si tout se passe bien, bien sûr.
Tout a l'air de bien se passer. Alors, on a eu une petite frousse un peu plus tôt. On a cru qu'il y avait un petit problème technique. Alors, il semble que le problème technique a été réparé. Donc, tout a l'air d'aller pour le moment. On va en savoir plus d'ici 55 minutes précisément. Je viens de regarder l'heure au-dessus de moi. C'est très précis. Donc, une heure de décollage de 18h24 à 20h24. Si à 20h24, on n'a toujours pas décollé, bon, alors on va se rassurer. Il y aura d'autres journées où on pourra partir, où la fusée pourra décoller. La NASA devrait d'ailleurs annoncer que ça pourrait être le 3 avril. Donc, ça, c'est la première information qu'on a reçue encore il y a que quelques minutes. Gardons espoir aussi parce que c'est une mission historique et parce que ça fait plus de 50 ans aussi que l'homme n'est pas allé dans l'orbite de la Lune. Alors on ne va pas s'y poser sur la Lune cette fois-ci, mais on va aller dans l'orbite de la Lune et on a notre astronaute canadien Jeremy Hansen qui fait partie de cette mission. Ça aussi c'est historique. C'est le premier astronaute canadien qui va aller si loin de la Terre. On a discuté de tout ça évidemment avec notre Canadien astronaute ici sur place à l'Agence spatiale canadienne, David Saint-Jacques. On peut l'écouter. Il reste encore, on voit à l'écran, quelques techniciens en train de peaufiner les préparatifs, mais bientôt, tout le monde va aller se cacher dans un bunker, très loin, et il ne va rester qu'eux seuls avec leur fusée. Là, ils sont comme un sportif à la veille d'un match. Là. Ils sont dans la zone, comme on dit. Peut-être qu'ils regardent leur procédure, peut-être qu'ils se font des petites blagues. Il y a une tension dans l'air, sûrement. S'ils sont comme moi, j'imagine, quelques heures avant le lancement, ils pensent beaucoup à leur famille. Pour le moment, on n'a pas eu aucun signe d'un délai, mais on écoute attentivement, on suit attentivement ce qui se passe et on va partir si on est prêt. Jeremy, c'est quelqu'un qui a une capacité vraiment extraordinaire de concentration et c'est aussi quelqu'un de très fédérateur. Il faut dire quand même que le calendrier de la mission Artemis a changé il y a quelques semaines, Lila, mais quand pourra-t-on voir des astronautes marcher sur la Lune? Pas tout de suite. En fait, c'est vrai que ce calendrier a changé. Donc là, aujourd'hui, on a ce premier décollage d'Artemis 2. En 2027, il y aura d'autres phases de tests. On en a rajouté quelques-unes parce qu'on trouvait que les missions, en fait, elles étaient trop proches. Pas assez de temps entre ces missions-là. Et finalement, on pourrait voir l'homme retourner marcher sur la Lune en 2028 pour l'alunissage. Donc pas tout de suite. Et ce ne sera peut-être pas non plus Jeremy Hansen qui sera dans ces missions. Il y a d'autres astronautes canadiens qui attendent cet espoir-là, en tout cas. Et puis, autre chose aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs choses à voir. Ce décollage-là, cette journée va durer 10 jours et surtout, les astronautes vont pouvoir voir la face cachée de la Lune. En fait, il y a une partie de la Lune qu'on ne voit pas à cause du verrouillage gravitationnel. Et donc, ça, c'est pas mal de choses intéressantes que Jeremy Hansen va pouvoir voir et documenter pour nous. Bien, chanceux, c'est bien placé pour assister à ce spectacle. Reviens-nous s'il y a quoi que ce soit. Merci, Lila. Ça marche. On revient sur Terre maintenant. Salut Alain. Salut Marc. C'est le dernier caucus présidé par François Legault en tant que premier ministre. Et on l'a vu un peu plus tôt là, avec Lionel Carman à ses côtés pour l'occasion. C'était symbolique, mais quand même, ça a dû lui faire du bien à François Legault. Là. Oui, ça a dû lui faire du bien. Puis sincèrement, la politique est dure pour les politiciens, particulièrement pour le premier ministre François Legault, qui a une dure fin de mandat, une dure fin de carrière. Donc, de voir son ami Lionel Carman, qui était là, il faut le souligner, dès le début de la formation de la CAQ, il a signé le manifeste pour mettre en place cette organisation-là, cette coalition. Ça fait du bien à tout le monde de voir des politiciens sourire, de voir du beau tout et à du fait. bon. C'est humain, là, ça reste des amis, donc de le voir revenir, parce qu'il faut se rappeler qu'il a quitté à cause du projet de loi 2, sa femme, sa fille, lui-même, c'est des médecins spécialistes, il était contre, et là, il revient à l'avance, il avait dit qu'il allait attendre la fin de la course à la chefferie, donc sincèrement, c'est un beau moment, là, moi, comme ancien politicien, de voir ça, je leur lève mon chapeau d'avoir pu enterrer l'âge de guerre et de retirer les liens d'amitié parce qu'il y aura encore des rencontres entre ces deux amis-là par la suite. Bon, oui, c'est beau. Maintenant, nouveau sondage, Alain, qui montre que Christine Fréchette maintient son avance sur Bernard Drinville. Qu'est-ce qui explique ces chiffres, selon toi? Bien, Christine Fréchette a plus d'appui à l'intérieur du caucus, tant au niveau des députés de la députation que des ministres. Elle a ramassé plus d'argent. Là, on n'a pas les chiffres du membership, mais clairement, tous les sondages la mettent vraiment à l'avance. Je pense que le fait qu'elle est restée calme, posée, qu'elle est un peu plus loin de l'ère de François Legault. Les gens voient en elle un potentiel peut-être de les sortir de la cave. Pas pour gagner l'élection, mais au moins pour faire survivre le parti. Et là, on a Bernard Drinville qui, lui, depuis le tout début, est plus en mode attaque. Essaie de prendre des positions là, pour s'éloigner vraiment de François Legault. Et ça ne semble pas nécessairement plaire aux membres. Non, puis encore aujourd'hui, le ton monte entre les deux candidats. On va écouter Bernard Drinville qui accuse Christine Fréchette d'avoir caché de l'information par rapport au nombre de résidents permanents qu'elle serait prête à accueillir. Évidemment,
Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Elle a caché l'information. M. Drainville voulait dire que Christine Fréchette a menti, finalement. Oui, tout à fait. C'est une attaque très personnelle. Et ça, je peux te le dire en connaissance de cause, dans une famille politique, on n'aime pas ça. Donc, on dirait que c'est comme le dernier espoir de Bernard Drainville pour faire bouger l'aiguille et essayer de mobiliser les membres. Le problème, c'est qu'à court terme, peut-être que ça pourrait lui faire gagner quelques appuis à l'intérieur de la députation, mais au final, ça nuit à l'image de la CAQ et ça leur fait très mal. Advenant un gouvernement Fréchette, Alain, est-ce qu'il va y avoir une place, selon toi, pour Bernard Drainville dans son équipe? Ça va être très difficile et ce qui va être le pire, c'est qu'il n'y aura pas grand temps pour recoller les pots cassés à l'intérieur de la famille caquiste. Ça avait été il y a 2 ans, peut-être que le temps aurait pu faire son œuvre, mais honnêtement, je pense qu'il fait très mal à l'ensemble de la formation politique. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, plusieurs sujets en politique américaine quand même. Gros discours à surveiller ce soir, le président Trump qui va s'adresser à la nation. À quoi on peut s'attendre? Bien, on s'attend à ce qu'il annonce une fin prochaine de la guerre. Il n'y a rien vraiment de nouveau parce que depuis le début, au début, il a dit que c'était une excursion. C'est même pas une guerre. Ben oui. Et là, il n'arrête pas de dire ça achève, c'est presque fini, mais ça fait 5 semaines qu'elle dure. Et donc, en fait, il faut qu'il rassure les Américains, Marie-Christine, parce que il n'est pas populaire, son administration est impopulaire et la guerre n'est pas populaire. Notamment, pourquoi? Parce que certains États où l'essence est rendue à près de 6 $ le gallon. Nous, on a oublié c'est quoi des gallons, mais pour les Américains, c'est énorme. C'est comme 2 fois le prix. Chaque fois que M. Trump est un peu plus positif, hop, le prix descend. Ben donc, oui, ça toujours fluctue vraiment selon les humeurs du président. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il va dire exactement? Bon, c'est pas clair. Et dans son cas, évidemment, il y a aussi la question de la fusée. Il ne faut pas oublier que c'est un symbole politique important pour les États-Unis. Quand les États-Unis étaient en concurrence avec l'Union soviétique, ben, c'était qui arriverait le premier sur la Lune. Maintenant, ils sont en concurrence avec la Chine. Alors, espérons que le lancement va bien aller parce que son discours, je peux t'annoncer qu'il va prendre une toute autre tournure si jamais c'est annulé. C'est clair. Parallèlement à tout ça, il menace encore une fois de retirer les États-Unis de l'OTAN. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Il n'a jamais été un ami de l'OTAN. Ça fait dès son premier mandat. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Ça peut avoir elles sont déjà là, les conséquences, Marie-Christine. Les pays européens et le Canada sont obligés d'investir massivement dans le militaire, doubler leur budget très souvent, et ça déstabilise le monde aussi. Parce que l'alliance avec les États-Unis, c'est ce qui a maintenu la paix en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est évidemment que ça inquiète les Européens en premier, le Canada aussi, mais bon, c'est des menaces, on verra. C'est parce que c'est à cause de cette guerre que le détroit d'Ormuz est fermé. C'est à cause de ça que le prix du pétrole s'est enflammé. Alors là, maintenant, il veut que l'OTAN ait réparé ses propres dégâts. Il n'y a pas vraiment d'appétit chez les alliés pour aller envoyer des gens se faire tirer dessus dans le détroit d'Ormuz. Je veux t'entendre en terminant sur le président Trump, encore une fois, qui assiste au débat de la Cour suprême, qui se penche sur la question de la citoyenneté à la naissance. Pourquoi il tient tant à y assister? Écoute, il n'y a pas d'autre façon de le voir comme une tactique d'intimidation. Ah oui. Jamais de l'histoire des États-Unis, qui ont 250 ans, un président s'est présenté à la Cour suprême. Pourquoi? Il a déjà critiqué la Cour suprême qui a annulé ses tarifs, ses droits de douane. Et donc, qui se présente à la Cour, là où il a nommé 3 des 9 juges. C'est une façon de leur dire « je vous ai à l'œil ben oui. ». Et il fait de l'intimidation de tous les juges qui rendent des jugements qui lui sont défavorables, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Les juges américains reçoivent des menaces comme jamais par le passé. Il n'y a pas d'autre façon que de le voir comme une technique d'intimidation des juges. Et c'est sûr que ça n'a pas bien passé. Et au fait, il va probablement la perdre, cette cause-là, sur le droit de citoyenneté. Yves, merci beaucoup. À demain. À demain. Le réalisateur, metteur en scène et auteur Louis Sayah est mort à 75 ans. Retour sur sa carrière avec Alex Perron. J'ai dû faire des traitements qui sont quand même assez invasifs. C'était problématique parce que je fais de la télé.
tous les dermatologues au Québec, partout au du Canada. documentaire La face cachée du soleil au sujet du cancer de la peau. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir mon ancienne collègue et aussi vis-à-vis de Case Horaire, Sophie Thibault, qui est avec moi ce soir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Ça fait étrange de se retrouver ici à côté de toi. Merci d'être là, Sophie. C'est un plaisir. C'est surtout important qu'on parle de ce sujet, le cancer de la peau, parce que tu portes un documentaire à l'écran avec l'entrepreneur Marie-Ève Richard-Touga. Les deux, vous le savez, on le sait maintenant, vous avez fait face à un cancer de la peau, mais votre constat est troublant. Oui, absolument. Dans le cas de Marie-Ève, c'est un mélanome. Les nouvelles sont bonnes. Elle vient de sonner la cloche il y a à peu près 2 semaines, mais il reste qu'une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Dans mon cas, c'était des carcinomes. Et c'est un documentaire d'1 heure qui était franchement nécessaire, Marie-Christine, parce qu'on ne parle pas assez des ravages du soleil, du cancer de la peau. Mais pourquoi on banalise tant le cancer de la peau? C'est la grande question et je crois que c'est multifactoriel. Je pense que le premier défi, c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas cool d'être bronzé. Tu sais? Et pourtant, ce qui circule sur les réseaux sociaux, on le voit, là, les jeunes filles, il y a une espèce de mode où les jeunes femmes veulent avoir des marques lignes de bronzage. C'est ça, on le voit, là, des marques de bronzage très définies. Les jeunes filles qui vont carrément profiter du zénith, le soleil à son zénith, qui est le plus brûlant, là, pour aller se faire des belles marques qui vont brûler, carrément. Et je vous parle pas de tout ce qui se dit sur la crème solaire qui cause le cancer. C'est fou ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et malheureusement, on sait comment fonctionnent un peu les jeunes, les ados, ils sont influencés. Pourtant, les statistiques sont épeurantes. Oui, c'est une épidémie. C'est carrément une épidémie. Je pourrais te sortir des chiffres jusqu'à demain matin, mais ce qui est très, très clair, c'est que c'est en augmentation fulgurante, les cancers de peau, mélanome autant que... Et si tu mets tous les cancers ensemble, mélanome, carcinome, c'est le cancer le plus fréquent de tous. Et puis, j'ai remarqué aussi dans ton documentaire que tu rencontres l'ancien ministre de la Santé, Christian Dubé, qui lui-même en a souffert. Oui, absolument, qui s'est fait enlever lui-même un carcinome au visage. Et on espérait beaucoup, mais malheureusement, tu vois, en termes de campagne de prévention, de mesures très, très ciblées, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et on espère que ce documentaire-là va faire en sorte qu'il va y avoir une espèce d'éveil des consciences et puis les décideurs vont s'y mettre et vont... tu sais, ne serait-ce qu'enlever les taxes sur les crèmes solaires, mettre des distributeurs un petit peu partout, une campagne de prévention digne de ce nom, ce serait extraordinaire. Ce serait un début, en tout cas. Et d'en parler aussi davantage, d'en parler à nos jeunes aussi, qui semblent un petit peu insouciants vis-à-vis les dangers du soleil. Puis quand tu parles aussi pour améliorer le système de santé, c'est pratiquement un parcours du combattant. Seulement avoir un rendez-vous chez le dermatologue. 200 dermatologues à peu près au Québec. De plus en plus de dermatos qui s'en vont vers le privé. Alors ça, c'est un problème. Les gens qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Et tu peux pas attendre quand tu as ça dans le visage. Tu sais, il y a des façons de savoir est-ce que c'est un problème ou pas, est-ce que c'est un cancer ou pas, mais encore faut-il que tu puisses être vu, puis tu peux pas attendre 2 ans parce que ça bouge à l'intérieur de toi. Mais cela dit, là, ne vous découragez pas. Il y a moyen de vivre avec le soleil parce qu'on l'aime malgré tout. Il faut se protéger. Crème solaire, bien sûr, mais chapeau, les vêtements... Il faut se protéger, mais ça se fait. Ça se fait, c'est important de le faire. Donc, La face cachée du soleil sera diffusée le lundi 6 avril à 21h sur Ici Télé et Ici Tout Télé. Merci beaucoup, ma chère amie. Merci beaucoup, Christine. C'est gentil. Mais c'est quoi notre force, nous autres, les boys? Hein? Ça sera pas entre les 2 oreilles, peut-être? Mental toughness! La dureté du mental! Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, c'est une phrase culte, bien sûr, du film Les Boys, un souvenir impérissable que nous a légué Louis Sayah. Exactement. On a appris le décès de Louis Sayah ce matin. Donc, il est décédé à l'âge de 75 ans d'une courte maladie. Une longue liste. Il a marqué vraiment tout le monde de l'humour. Alors, bien sûr, il a été metteur en scène, auteur, réalisateur. On l'a vu dans Les Boys. Il a coécrit aussi Bruce, qu'on est en train de voir présentement. Alors, aussi une pièce importante qui joue encore aujourd'hui. C'est avec lui qu'il a écrit avec Claude Meunier Les Voisins, Appelez-moi Stéphane. Il a écrit aussi Bachelor, une pièce mythique avec Pauline Martin qu'il a coécrite avec Michel Rivard et Louise Roy. On voit aussi La Petite Vie, donc avec Claude Meunier. Et aussi, bien sûr, il a marqué une génération d'adolescents avec Radio Enfer et qui a vraiment eu un succès énorme. Encore aujourd'hui, on en parle. Puis à TVA aussi, Histoire de filles pendant plusieurs
plusieurs saisons. Alors, la liste est longue. Alors, on le remercie. Beaucoup de punch à son actif, mais aussi des scènes émouvantes et touchantes. Bien sûr, on offre nos plus sincères condoléances à la famille et les amis. Bien sûr. Maintenant, autre sujet. Complètement. Complètement. Il y a Annie Brocoli qui fête les 25 ans d'un de ses films. Pouvez-vous croire que le film Annie Brocoli dans l'espace va avoir 25 ans cette année? 25 ans? 25? 25 ans? Alors exactement, on va fêter les 25 ans d'Annie Brocoli dans l'espace. Ça va être à la Cinémathèque de Montréal que ça va se passer. Donc, on va projeter le film et il y aura une courte performance avec le Broco Band qui sera là aussi. C'est en collaboration avec Québec Cinéma. C'est le 29 avril prochain que ça va se faire. Pour les billets, vous allez sur québeccinéma.ca. Puis dépêchez-vous parce qu'il y a seulement 250 places pour les Broco enfants. Ou les Broco moins jeunes aussi. Est-ce que c'est le Broco Band qui sera derrière le spectacle de Céline à Paris? Écoute, ça faudrait en parler au metteur en scène. On sait c'est qui. Alors, il s'appelle Willow Perron. C'est un Québécois qui vit depuis plusieurs années à Los Angeles. Peut-être que son nom vous dit rien, mais sa liste de travail est longue. Entre autres, le Super Bowl qu'on voit avec Rihanna, c'est lui qui avait fait la mise en scène de tout ça. Et il a travaillé aussi avec Lady Gaga, avec Drake, avec Florence and the Machine, avec aussi Sam Smith. La dernière tournée de Beyoncé, c'est lui qui l'a concocté aussi. Alors, elle n'est pas allée chercher n'importe qui, notre Céline, et j'ai surtout très hâte de voir ce qu'il va lui concocter comme spectacle. Puis on le sait, alors c'est quelqu'un de très visuel. Alors j'imagine que Céline, ça va pouvoir la rebrasser aussi de ce côté-là. Je pense que ça peut être bien intéressant. Bien intéressant. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve demain. Ben oui, à demain. Bye-bye. Salut. Andréane et Yannick, bonsoir. Allô, Marie-Christine, comment vas-tu? Wow, le petit poussin de Pâques, oui, hein? Oui, petit soleil, disons comme ça. Hein? Hey, écoute, 1er avril, aimes-tu les noms qu'on a choisis en bas d'écran pour l'occasion? Omar Bouchard, Flétane Barbeau et Marie Sardine Bergeron. C'est parfait. On s'est donné. C'est beau, hein? On s'est donné. C'est parfait. C'est notre participation. J'adore. Avoir su, on t'aurait appelé doré jaune, mais... Sardine, c'est parfait, mon petit Omar. Maintenant, la grande question ce soir, chers amis, aujourd'hui, qui va être en mesure d'arrêter le CH? Personne. Ou en tout cas, on le sait pas. Ben là, on n'a pas la réponse. Donné, oui. On ne sait pas, Yannick, on ne sait pas, en fait, parce que, évidemment, le Canadien ne perd plus. 6 victoires de suite. Et celle d'hier face au Lightning de Tampa Bay est particulièrement significative parce que ce n'est pas impossible que les deux équipes s'affrontent en série. Une autre belle victoire collective. Caulfield, Slavkovski, Matheson, un but, une passe. Encore une grosse performance de Jakub Dobeš qui fait que, si on jette un petit coup d'œil au classement dans l'Est, le Canadien n'a que 2 points de retard sur Tampa Bay, 4 points sur Buffalo, mais surtout 8 points d'avance sur la dernière équipe qualifiée pour les éliminatoires. Donc, ça commence à sentir de plus en plus les séries à Montréal. Prochain match demain contre les Rangers. Et 2 petites nouvelles de hockey encore. Grand jour pour Nathan Gaucher, qui est un Québécois qui va effectuer ses débuts dans la Ligue nationale ce soir avec les Ducks d'Anaheim. Et la victoire de Montréal qui est en action à la Place Belle. 6 victoires en 7 à domicile pour la victoire. Maintenant, le triple médaille olympique des derniers Jeux d'hiver, Valérie Maltais, qui a vécu un beau moment au match des Blue Jays. Très beau moment. Elle a eu l'occasion d'effectuer le lancer protocolaire de ce match entre les Rockies du Colorado. Et elle a pris ça vraiment au sérieux. Elle s'est pratiquée. Elle a réussi son lancer protocolaire. Malheureusement, la présence de Valérie n'a pas porté chance aux Blue Jays de Toronto qui ont perdu le match 2-1 face aux Rockies. Les Blue Jays de Toronto qui, malheureusement, perdent les honneurs de cette série face à une des pires équipes du baseball majeur. Et on va poursuivre tout de suite, Marie-Christine, en te parlant du 1er avril. Parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont fait sourire aujourd'hui. Oui, on commence par les Alouettes de Montréal. Tu te rappelles du célèbre joueur Don Callis qui avait été signé l'an dernier. C'était son vrai nom. Bien là, aujourd'hui, on a signé Colin DeBean. C'est parfait. Du Tabernacle State, vous remarquerez aussi. Oui. Et il y en a un autre, hein? Ben oui, certainement. Simon Nack, également, qui a été signé par les Alouettes. Et on va te parler de la ville de Blainville qui a obtenu les Jeux du Québec au mois de mars l'année dernière. Et après cet événement-là, ben, la FIFA a octroyé des matchs de la prochaine Coupe du monde à Blainville pour cet été. C'est pas beau, ça? Oui, c'est beau, c'est beau. On a aussi eu la grande visite dans un sport expert, hein? Exactement. Lionel Messi. Oui. Dans un sport expert du Québec. Mais c'est fou avec l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire. Là, les Roses de Montréal, ça, c'est magnifique. Leur aussi. nouveau maillot, Marie-Christine, les Cônes de Montréal. C'est-tu pas beau, ça?
C'est magnifique. Omar Flétane, merci beaucoup. C'était vraiment agréable de vous parler ce soir. Merci beaucoup, Marie Sardine. À dorée, demain. soleil jaune. Bye-bye. Ça, mal commode. Hein? Mais oui, on n'a même pas de poisson d'avril à se faire. J'ai même pas pensé. Non. J'aurais dû. Oh, J'aurais dû. Ça en info, les poissons d'avril. On n'aime pas beaucoup ça. À l'ère de l'IA, là. Mais des fois, ça fait ça sourire. Oui, mais ça met des doutes surtout. T'as raison. Bon. Mais bon. Ouais. S'il n'y a pas de doute sur une chose, les débatteurs seront en poste ce soir à 22h. Et vous allez parler de quoi? On va parler, bien sûr, de la mission Artemis 2. On voit les images. Là, on est en attente du décollage qui doit se faire entre 18h24 et 20h24. Tout à l'heure, il y avait des problèmes de communication. On a parlé de problèmes de batterie également, mais semble-t-il que le décompte à rebours se poursuit. Donc, Artemis qui s'apprête à marquer une nouvelle étape de l'exploration spatiale, donc vers la Lune. L'objectif, c'est de tester des nouvelles technologies, préparer une présence humaine durable sur la Lune pour, à un moment donné, aller sur Mars. Mais ça coûte extrêmement cher. Il y a des risques humains également. Est-ce que c'est un investissement nécessaire ou un luxe? Est-ce qu'on devrait réorienter les efforts ailleurs? En fait, pour ou contre les missions habitées sur la Lune, c'est la question de notre débat de ce soir. On fait ça avec Frédéric Jacintève, Victor et Alain Rayas. Et on suit bien sûr ça. Bonne émission, mon cher. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon décollage. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye-bye.